Alors, donc moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est une réflexion que je mène dans le cadre de ma thèse, que je fais avec Pierre Sassard, qui est présent ici, et Daniel Magda, qui est une écologue à Toulouse. Et ce sont des réflexions que j'essaye d'avoir avec notamment certains membres du groupe qui sont présents ici. Donc je les salue et je les remercie aussi pour leur contribution et leurs échanges pour participer à cette réflexion. Alors, la présentation que je vous propose tourne autour de cette question de comment habiter nos mondes abîmés. Et je voudrais faire ma présentation en 3 temps. D'abord revenir sur ma posture pour essayer de vous présenter comment est-ce que moi j'ai envie d'aborder les questions de justice ou d'injustice. Ça me semble important pour essayer de comprendre ma démarche et du coup justement peut-être la différence qu'il peut y avoir avec Agathe et le ressenti qu'elle a partagé tout à l'heure avec les Gilets jaunes. Je voudrais ensuite vous emmener à Fos-sur-Mer, donc à proximité de Marseille, dans le sud de la France, qui est mon terrain d'étude, pour essayer d'y avoir un ancrage un petit peu plus concret. Et à partir de cet ancrage-là, essayer de vous présenter cette réflexion qui tourne autour de cette articulation entre la notion d'enquête et la justice écologique. Pour la question de la posture, d'une façon générale, peut-être d'abord vous dire, donc moi en fait ma formation, à la base je suis ingénieur forestier, donc je travaille pas, j'ai pas été formée ou j'ai pas eu un bagage théorique sur ces questions au départ. Et donc c'est plutôt la question environnementale, écologique qui m'a intéressée, qui m'a interpellée. Mais malgré tout, en fait, assez vite, dans ma formation, j'avais du mal à me retrouver dans un aspect plutôt technique, ingénieur, et je m'intéressais à des questions sociales de façon très large, en ne connaissant pas vraiment ce que signifiait le terme social, mais disons que les enjeux humains par rapport aux questions environnementales m'interpellaient. Donc j'ai poursuivi en m'intéressant à l'agroécologie et aussi aux droits des paysans pour le droit à l'alimentation, donc avec une approche des droits humains. Et bon, par mon cheminement et mon parcours et la rencontre avec Pierre, j'ai démarré ce projet de recherche avec cette question de justice écologique, justice environnementale, justice écologique, de façon très... je ne sais pas si je peux... naïve, je ne sais pas, mais en tout cas vraiment très... Enfin, c'était une vraie découverte pour moi de la notion. Et c'est une notion, les questions de justice sont vraiment des questions très, très larges et avec un bagage très conséquent pour les aborder, ce que moi je n'avais pas. Et ça reste une question philosophique infinie de savoir comment est-ce qu'on peut définir la justice et comment est-ce qu'on l'aborde. Et parfois, pour essayer de contourner un petit peu le problème, plutôt que de se demander qu'est-ce que signifie la justice, on prend le pendant inverse en se demandant quelles sont les injustices. Et à partir de ces injustices, essayer de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation, par exemple. Et moi, ce n'est pas vraiment ce qui me tenait à cœur et la démarche que j'avais envie d'avoir. Et c'est pour ça que je voudrais revenir sur ma posture. Alors pour ça, j'ai eu envie de repartir de la présentation que Brendan nous a fait lors de la première rencontre. Donc avec son autorisation, je lui ai demandé d'emprunter 2 slides de sa présentation. Donc c'est un peu une façon aussi de faire des jeux de ficelle, comme dirait Haraway, ou de reprendre une figure qui a déjà été présentée d'une certaine façon et de voir si on peut en faire quelque chose d'autre ou l'amener vers quelque chose de différent. Alors Brendan nous a présenté lors de cette première journée une histoire, il a retracé une histoire de cette notion de justice environnementale. Donc je ne vais pas revenir sur cette notion, mais de façon très brève et très résumée, on peut dire que cette notion de justice environnementale, elle a émergé dans un contexte particulier, surtout aux États-Unis, dans les années 80, où ça faisait suite à tout un mouvement social de lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Et là où il y a certains mouvements qui prenaient part à des questions environnementales, surtout liées à des questions de cohabitation avec des produits toxiques qui impactaient de façon... qui défavorisaient certaines communautés, certaines populations. Et donc, du coup, ça a été... Donc, comme point de départ, cette notion de justice environnementale, c'est à la fois donc, une réalité socio-écologique, qui a été repris par un mouvement, donc c'était vraiment ce mouvement aux États-Unis qui a mobilisé cette notion. Certains poussent la nécessité de retracer une histoire plus longue de la justice environnementale, mais ici je reste sur la version courte.
Et puis après, cette notion a été reprise par l'illustration pour essayer de définir justement des politiques publiques. Et les chercheurs se sont aussi intéressés, et donc c'est devenu un courant de pensée scientifique. Et donc cette notion de justice environnementale est une notion un peu hybride qui peut être abordée sous différents angles et qui peut en même temps reprendre un peu tous ces angles à la fois. Et pour illustrer la notion, enfin cette idée de réalité locale, Brenda, donc c'est la deuxième dia que je lui emprunte, nous a présenté cette carte de Bruxelles, qui est une carte, c'est plusieurs cartes, qui illustrent la répartition de différents facteurs au niveau de Bruxelles. Alors la première, la plus grande, c'est sur la répartition des revenus. Et puis il y a une carte, je ne sais plus dans l'ordre, mais je sais que c'est sur le taux de diabète, je pense. Il y a sur le degré juste en dessous de verdurisation, la présence d'espaces verts sur Bruxelles. Il y a le taux de diabète et le taux de chômage. Et donc ce sont des cartes qui sont assez illustratives dans le sens où si on les superpose, on voit vraiment les répartitions inégales de ces différents facteurs. Et donc on peut voir des inégalités présentes au niveau du territoire. Et donc l'utilité donc de ces cartes, ça permet justement d'illustrer certaines réalités locales ici dans le cas de Bruxelles et d'éventuellement prendre des décisions, des politiques publiques ou d'agir en conséquence. Donc moi, je ne remets pas du tout en question l'intérêt de ces cartes. Mais pourtant, quand je voyais ces cartes, je gardais un sentiment de gêne ou de frottement en me disant « oui, c'est intéressant, je suis tout à fait d'accord, et pourtant, c'est pas comme ça que j'ai envie d'aborder la question, où j'arrive pas à moi me positionner en tant que chercheur, ça reste un gros mot, en tout cas en tant que personne qui m'interroge sur les questions de du coup, justice environnementale, justice écologique. Et pour moi, il y a une forme de risque d'extériorisation qui est engendrée par ces cartes dans la posture que je veux avoir pour aborder ces questions. Un risque d'extériorisation qui se joue à deux niveaux. Au niveau des êtres qui habitent ces territoires et au niveau des problématiques qui sont soulevées et par lesquelles on peut se sentir concerné. Alors, par rapport aux êtres qui habitent ces territoires, j'avais envie de superposer une autre figure et peut-être aussi de prolonger un petit peu le geste de Agathe avec sa conférence gesticulée. On ne voit pas bien la photo, c'est une photo ancienne. C'est une photo de mon grand-père qui est né en 1913. Qui est né dans l'est de la Pologne, dans un village dans la campagne, en 1913, qui a très vite perdu son père qui est décédé à la guerre. Donc il a travaillé très jeune, je ne sais plus si c'était à 6 ans, quelque chose comme ça, mais donc il a travaillé au champ. Et puis il y a la Deuxième Guerre qui est arrivée, il a été prisonnier à la fois d'abord par les Russes, puis après pris par les Allemands. Donc il s'est retrouvé du coup en Allemagne à devoir travailler dans des fermes pour les Allemands. Et puis, après la guerre, il y avait la répartition de l'Europe de l'Est qui fait qu'il n'a plus pu retourner en Pologne. Donc, il est parti avec son épouse et ses 2 enfants à l'époque vers l'Ouest, ne sachant pas très bien où aller. Et finalement, ils sont arrivés en Belgique, dans le Borinage, où il a trouvé du travail dans les mines de charbon. Il a travaillé là quelques années. Et puis, il a eu un accident lors de son travail dans les mines, ce qui fait qu'il a été handicapé et il n'a plus pu travailler. Et donc, c'est ma grand-mère qui a alors parti travailler à la capitale. Elle a trouvé du travail à Bruxelles. Et donc, c'est comme ça que finalement, ils se sont retrouvés, toute la famille, donc avec les 4 enfants, à Bruxelles, à vivre précisément dans les zones sur la carte, on peut voir, qui sont justement en rouge ou les plus défavorisées. Et lui se retrouvait donc en tant qu'immigré, illettré, ne parlant pas le français, handicapé. Enfin, donc c'est une illustration qui pourrait justement mettre un visage sur ces cartes qui sont un peu peut-être impersonnelles. Et alors je pensais ne pas le dire, et puis après en écoutant la conférence, je me suis dit que ça valait quand même la peine de citer cette citation d'Albert Camus, que j'aime beaucoup, et je suis contente qu'on ait choisi finalement le nom aussi du groupe, juste en faisant référence en partie aux travaux, aux écrits de Camus. Et dans son dernier livre inachevé, Le Premier Homme, il a des carnets de notes à la fin de ce roman, et il y avait
une citation qui me parlait, et notamment par rapport à cette histoire où il dit « Arracher cette famille pauvre au destin des pauvres, qui a dû disparaître de l'histoire sans laisser de traces. Les muets, ils étaient et ils sont plus grands que moi. » Et alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour moi, ça exprime le décalage et du coup la position, la posture que j'ai envie d'avoir, où je n'ai pas envie d'approcher ces questions d'une vision peut-être plus en surplomb, mais j'ai besoin de me sentir comme étant moi-même au cœur de la carte aussi, et auprès des gens qui habitent ces territoires, auprès des êtres qui habitent ces territoires, et donc ne pas essayer d'écrire un récit un peu surplombant et qui expliquerait d'une certaine façon la situation. Et d'une certaine façon, parfois, quand on parle d'injustice, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'écrasant, parce qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper à cette situation. Il y a des injustices. Alors bien sûr, il faut les dénoncer pour essayer d'améliorer les situations. Donc je ne veux pas remettre ça en question, mais pour autant, j'ai le sentiment que si on ne reste que dans ce discours-là, eh bien, on risque d'écraser trop les possibilités d'apprentissage et de devenir en se positionnant à hauteur même des êtres qui vivent ces situations. Et alors, sur le deuxième point, par rapport justement à ce risque d'extériorisation, c'est par rapport aux problématiques. Alors, bon là, ici, évidemment, les cartes, on est tous plus ou moins concernés par ces problématiques, mais sur les questions environnementales, moi, je fais partie d'une génération où depuis enfant, on nous parle alors, du développement durable, surtout quand on était enfant à l'époque, mais je veux dire, on est pleinement pris dans ces questions-là et ça nous touche directement, je pense, à un niveau à la fois personnel et sociétal, avec des degrés différents. On est plus ou moins concernés, mais pour moi, selon moi, on est au cœur des questions et il ne s'agit pas de situations de groupes extérieurs ou qu'il faudrait aider. Alors c'est un peu ce que je voulais illustrer aussi sur les questions de pollution notamment, pour ne pas parler que du réchauffement climatique. Là, il y a encore une récente étude qui est sortie dans Le Monde, dont vous avez peut-être entendu parler, qui présente les contaminations au PFAS, qui sont des polluants éternels. Et on voit que les contaminations sont vraiment massives, et encore, elles sont sous-estimées parce que ça dépend des investigations qui ont déjà été faites. Mais en gros, on est dans cette situation, on est là, et c'est pas vraiment la question de se dire... pour moi, c'est plus seulement la question de se dire est-ce qu'il y a des inégalités dans la répartition avec des gens qui sont plus ou moins touchés. Je pense que d'une certaine façon, on est tous impactés. Une autre étude qui était sortie l'année dernière, qui s'était intéressée à la pollution des lacs de montagne, donc dans des zones vraiment très préservées, normalement très isolées et protégées, et où malgré tout, on retrouvait aussi des taux importants de pollution. Donc c'est un peu pour essayer de présenter cette idée où, avec ce questionnement de comment est-ce qu'on habite des territoires abîmés, des mondes abîmés, eh bien moi c'est une question où je m'intéresse à travers mon terrain d'études à Fos-sur-Mer, mais en fait je pense que je m'y intéresse avant tout pour moi-même et de me dire comment est-ce que, en tant que jeune femme à cette époque-ci, comment est-ce que je m'oriente et sur quelles références je m'appuie pour essayer moi-même de ne pas me sentir complètement écrasée par la situation, mais trouver des pistes et des voies, des issues possibles comme on peut, en sachant qu'on est au cœur du trouble et au cœur de ces mondes abîmés. Et donc c'est dans cette volonté que j'ai abordé le territoire de Fos-sur-Mer, donc qui est situé à proximité de Marseille, à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Marseille, et qui était à l'époque, enfin qui est toujours donc un territoire avec une très grande biodiversité, qui se situe dans le prolongement de la Camargue, de la plaine de l'Accro. Il y a l'étang de Berre, ce qui fait que c'est un mélange de différentes eaux avec des taux de salinité différents. Et donc c'est un intérêt au niveau biodiversité assez important. Il y a une grande variété de biodiversité. J'ai mis ici des illustrations des marais salants et tout l'ensemble de lagunage qu'il y a avec le Rhône aussi. Et ici, c'est une peinture que j'ai découverte à Marseille, au Musée des Beaux-Arts de Marseille, de Joseph Garibaldi, qui présente le village de Fos-sur-Mer tel qu'il devait être avant la construction de la zone industrielle.
Donc qui étaient aussi, c'était des paysages avec les manades de chevaux et de taureaux et des communautés essentiellement pastorales et avec de la pêche. Et donc cette population a vécu comme ça jusque dans les années 50-60 et à partir dans les années 60, il y a l'État français qui a décidé d'utiliser ce territoire-là pour créer un port international, industriel, qui venait redynamiser l'économie nationale française et en même temps s'inscrire à une échelle internationale pour concurrencer les grands ports de l'époque qui étaient plutôt dans le nord de l'Europe. Et donc il y a eu un afflux de population très important pour construire cette zone qui vraiment se voulait gigantesque. On parlait du plus grand chantier du monde. C'était à l'origine une volonté de construire sur 20 000 hectares cette zone industrielle. Et ça a été décidé dans les années 60. Et les chantiers ont commencé fin des années 60, début des années 70. Et puis très vite après, il y a eu les premiers chocs pétroliers qui ont fait que finalement les ambitions n'ont pas été... ils n'ont pas suivi aussi loin les ambitions qu'ils avaient eues au départ. Donc la zone finalement s'étend sur 10 000 hectares avec de nombreuses industries, des industries lourdes, Seveso, si vous connaissez les critères Seveso, seuil haut principalement, mais qui sont répartis de façon un peu dispersée sur ce territoire, vu qu'ils avaient ce grand territoire qu'ils estimaient vierge et donc qu'ils pouvaient utiliser selon leur plan, enfin leur volonté de plan d'aménagement. Et donc on retrouve des entreprises de sidérurgie, de tout ce qui concerne la pétrochimie, avec des raffineries, des stockages aussi de méthane, donc de gaz liquide ou d'hydrocarbures. Il y a un incinérateur, j'en reparlerai, des déchets ménagers de Marseille. Il y a des stockages de céréales également, et il y a aussi tout le port avec les grues pour les porte-conteneurs, avec le trafic de containers. Et donc on voit les trois villes qui sont autour de ce golfe. On a Port Saint-Louis-du-Rhône ici, Fos-sur-Mer au-dessus et Port-de-Bouc, qui sont les trois villes qui sont encerclées par cette zone industrielle. Et donc quand moi j'ai abordé ce territoire-là, où il y a donc des pollutions qui sont assez conséquentes, qui sont lourdes, je n'avais pas envie d'avoir justement ce regard d'injustice en me disant c'est terrible cette pollution qu'ils subissent et il faut les dénoncer, ce qui est vrai en partie, mais ce n'était pas l'approche que je voulais avoir. Et moi ce qui m'intéressait, c'est de me dire comment est-ce que les habitants de ce territoire-là font pour habiter malgré tout cette zone industrielle. Et donc j'avais envie de m'intéresser aux démarches qui mettent en œuvre pour essayer de trouver des pistes qui sont toujours partielles, qui ne résolvent pas la question, mais qui sont malgré tout des moyens pour eux sur lesquels s'appuyer pour pouvoir habiter ce territoire-là. J'ai encore ici là pour quelques photos du paysage. Là, c'est une vue aérienne. On ne voit pas forcément bien. On voit les bateaux qui sont toujours à l'arrêt dans le golfe du port en attendant les chargements, déchargements. Là, c'est le Rhône qui arrive et qui, en fait, les alluvions du Rhône font créer un dépôt qui est le point de la Gracieuse et qui crée une sorte de protection naturelle qui rendait la zone intéressante aussi pour créer ce port, en plus du fait que c'était une zone assez plate, vu que c'était des marais, et un sol relativement meuble pour pouvoir construire et faire les travaux de construction pour les quais. Ici, on a une vue depuis l'Auture, donc c'est une colline avec un château de Fos-sur-Mer, qui est un lieu symbolique de Fos-sur-Mer et qui permet d'avoir un peu une vue justement sur la zone industrielle. On voit la ville de Fos-sur-Mer avec le terrain de foot et puis juste derrière, directement, immédiatement après, le début de la zone industrielle avec les premières usines. On voit ArcelorMittal avec ses fumées et son panache de fumée qui est présent en permanence. Ici, on voit, c'est le prolongement du golfe. Et donc là, c'est une très grande zone et qui est difficilement, qui est tellement dispersée que c'est difficile de ressentir, d'avoir une vision, un aperçu général une vision d'ensemble immédiate. Ici, on est à Port-de-Bouc. On voit là, c'est la zone industrielle de la Vera,
et en même temps les pêcheurs qui pêchent, et donc les différents types de vie qui coexistent et qui cohabitent sur ce même territoire. Alors, mon analyse, enfin mon travail d'analyse sur ce territoire de Fos-sur-Mer est en cours, donc aujourd'hui je n'avais pas envie de vous proposer une analyse en soi sur ce territoire, mais plutôt de prendre le cas de Fos-sur-Mer comme justement un ancrage pour une réflexion que je mène en parallèle donc, sur cette association entre enquête et justice écologique, où j'ai un peu en fait les deux démarches. Alors moi, je ne sais pas si j'ai tort ou pas, mais pour moi, pour simplifier, je considère que c'est plus une réflexion théorique que je mène d'un côté par rapport à les observations que je mène sur le terrain, et en même temps, les deux s'entrecroisent, les deux s'entremêlent, et l'un vient nourrir l'autre en permanence. Et donc là, c'est plutôt cette réflexion sur cette notion d'enquête que je voudrais vous parler, mais je reviendrai sur Fos-sur-Mer justement dans cette réflexion-là. Alors, vous avez remarqué, j'imagine, que moi je parle de justice écologique. Au début, quand je retraçais l'histoire, je parlais plutôt de justice environnementale. Donc il y a des débats sur ces termes, sur ces choix entre, de quoi est-ce qu'on parle, si on parle de l'un ou de l'autre. Moi, je voudrais mettre en avant la notion de justice écologique, mais en considérant qu'il y a un passage qui se fait à partir de la notion de justice environnementale vers la justice écologique. Différentes acceptions sont comprises sur ces notions. Pour moi, de la façon dont je comprends aujourd'hui la question, la notion de justice environnementale, telle qu'elle s'est développée dans les années 80 aux États-Unis, elle s'est essentiellement développée dans le cadre de l'émergence de ce qu'on appelait la société du risque, avec notamment les travaux d'Ulrich Beck. Et donc c'était une société du risque qui mettait en place tout un ensemble de procédures pour essayer de gérer justement ces risques environnementaux, avec une forme d'expertise qui était aussi mise en place, et des appareils de consultation et de concertation, mais procéduraux assez bien délimités, assez bien cadrés, pour gérer ces risques avec une idée aussi de mesures de précaution par rapport à cette gestion du risque. Et pourtant, depuis ces années 80, on est passé aujourd'hui à d'autres visions, notamment avec les questions d'Anthropocène, qui remettent un peu en question cette approche du risque, de risque ponctuel qu'on pouvait gérer dans certains cadres assez bien établis de procédures et d'expertise et de concertation publique, à maintenant un risque global qui est le changement climatique et la destruction de nos écosystèmes, que ce soit liées aux sécheresses, aux pertes de destruction de certains habitats, aux questions d'inondation, pollution, etc. Et donc ça remet en question justement donc, cette approche de gestion du risque, et en particulier sur la question de la coexistence avec les pollutions et les territoires toxiques. Il y a certains auteurs aussi qui disent qu'on est passé d'une gouvernance des risques à une gouvernance de l'adaptation. Alors avec une vision très pessimiste de l'adaptation, en se disant finalement, maintenant voilà, on vit dans un monde durablement pollué, on ne va pas pouvoir rétablir la situation, et c'est plus tellement la question d'avoir eu des mesures de précaution, mais maintenant ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre de façon durable dans ces territoires pollués. Et donc on va remettre, selon en tout cas les autrices Boudia et Jass, on va remettre une forme de responsabilité sur les individus, en leur donnant des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes s'adapter aux pollutions. Donc ça va être par exemple des kits pour mesurer le taux de pollution, le taux de radiation dans des sites contaminés par des radiations nucléaires, ou bien ça va être des alertes sur les pics de pollution, en disant voilà, à certaines heures, il ne faut peut-être pas laisser les enfants jouer à l'extérieur, ou bien faire une activité sportive, et des choses comme ça. Alors c'est une vision ce que je disais, très pessimiste de l'adaptation, mais ça contribue à cette réflexion pour se dire on a peut-être un passage entre cette justice environnementale qui était pensée dans un certain cadre du risque, et maintenant, à partir du moment où on prend en compte cette question justement de nos mondes abîmés et de se dire maintenant on y vit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de se reposer la question du coup de la justice environnementale et proposer autre chose?
Alors moi, ça m'a interrogée, cette question, et en me référant à des travaux sur la précarité, et notamment les travaux de Hanati, avec le champignon de la fin du monde, pour ceux qui connaissent, et en se disant que du coup, avec cette apparition, en prenant au sérieux cette notion de précarité et de monde abîmé, ça veut dire qu'il faut continuer à faire le travail de réparer des injustices. Donc ça, la question n'est pas de remettre ça en question, mais de poursuivre la réflexion pour apprendre justement à vivre au sein de ces mondes abîmés, avec les vulnérabilités auxquelles on fait face et desquelles on ne va pas savoir se défaire. Donc c'est plutôt comment est-ce qu'on peut faire avec, mais d'une façon qui soit moins pessimiste que l'adaptation telle que je parlais auparavant, en disant finalement on n'a pas le choix et puis il faut... on transfère juste une responsabilité sur des individus qui sont complètement, qui n'ont pas de prise sur la situation. Donc, ce qui moi m'intéresse, c'est de voir comment est-ce qu'on peut malgré tout avoir quelques prises pour faire face à ça. Et je reprends ici une citation donc, de Hanati qui vient du livre Le champignon de la fin du monde, où elle s'intéresse justement à qu'est-ce que pourrait amener cette notion de précarité, est-ce que ça permet justement d'ouvrir de nouvelles choses. Elle dit « La précarité désigne la condition dans laquelle on se trouve vulnérable aux autres. Chaque rencontre imprévue est l'occasion d'une transformation. Nous n'avons jamais le contrôle, même pas de nous-mêmes. Pris dans l'impossibilité de nous fier à une structure communautaire stable, nous sommes projetés dans des agencements fluctuants qui nous refabriquent en même temps que les autres. Penser avec la précarité change l'analyse sociale. Un monde précaire est un monde sans téléologie. L'indétermination ou l'imprévisible nature du temps a quelque chose d'effrayant. Mais penser avec la précarité fait que l'indétermination rend aussi la vie possible. » Et donc c'est un peu les pistes ou les prises dont je me suis emparée pour justement essayer de continuer cette réflexion sur cette notion de justice. Alors pour moi, en se disant que ça pourrait être justement une proposition pour renouveler la réflexion, mais en restant dans une approche très, très basse, très humble, et en même temps que j'ai le sentiment qui est vital. Alors humble justement parce que, c'est ce que je disais, la question n'est pas de se dire il faut arrêter de s'intéresser aux questions d'inégalité ou d'injustice et passer à autre chose. Donc je pense qu'il faut garder ça. Donc c'est pas, et l'objectif, en tout cas mon intention, c'est pas non plus refonder des fondements normatifs de la justice environnementale, mais de la justice, je pense, en général. Mais par contre, c'est vital parce qu'on est pris dedans et qu'on a besoin d'avoir quand même je pense, des prises pour essayer d'échapper à justement des récits écrasants. Et il faut considérer que ces mondes abîmés, ils ne sont pas figés une fois pour toutes et qu'il n'y a pas quelque chose de complètement figé, déterminé, mais il faut essayer de considérer ces mondes abîmés comme des choses dans lesquelles il y a toujours de l'interaction, de la création, et donc il y a toujours la possibilité de poursuivre une forme de cheminement qui permette de faire monde. Alors c'est donc cette idée de toujours prendre part aux histoires aussi, de ne pas subir simplement le poids de l'histoire et des héritages, j'en reparlerai, auxquels on est confronté, et donc avec toutes ces questions écologiques au sens large, de pollution notamment. Mais c'est donc pour pouvoir prendre part à la formation de ces histoires-là et de créer du devenir, dont parle notamment Isabelle Stengers. Et donc c'est comme ça que je reprends aussi l'idée d'Haraway, de se dire que du coup la justice écologique, pour moi c'est une façon de continuer à faire monde. Alors parfois, quand on parle de la justice écologique par rapport à la justice environnementale dans la littérature, en général c'est présenté comme une volonté d'essayer d'ouvrir la justice environnementale aux non-humains et d'inclure justement la question des droits de la nature par exemple, ou bien d'inclure dans la notion de justice écologique l'aspect relationnel entre les humains et les non-humains. Et alors, moi, j'ai envie, je m'inscris dans cette réflexion-là, mais en fait, j'ai envie d'aller plus loin et de me dire, pour moi, la justice écologique, c'est d'essayer de continuer cette possibilité de faire monde. Et donc, faire monde, c'est aussi donc
reprendre l'idée que la justice écologique puisse être utilisée comme un moyen et pas seulement une fin vers laquelle on devrait aller, mais un moyen pour aujourd'hui, justement, habiter nos mondes abîmés. Et donc c'est comme ça que je me suis intéressée aux démarches d'enquête. Pour essayer de sortir de cette vision simplement d'injustice. Et alors les démarches d'enquête, à la fois, je les ai observées sur le territoire de Fos-sur-Mer. Donc pour ça que je reparle maintenant de Fos-sur-Mer. Et en même temps, je reprends cette notion qui est une notion issue du pragmatisme, qui est développée notamment par William James ou John Dewey. Alors pour revenir à Fos-sur-Mer, donc la création de cette zone industrielle, elle ne s'est pas faite évidemment sans heurts et sans certaines confrontations, ou en tout cas du moins des interrogations de la part des habitants qui peuplaient ces territoires. Alors il y a déjà eu toute une série de manifestations, de revendications qui avaient été faites à la création de la zone industrielle au début des années 70, qui étaient notamment portées par des pêcheurs qui avaient peur de perdre leur possibilité de pêche, parce qu'à l'époque, il y avait une volonté de déclarer tout le golfe de Fos-sur-Mer comme étant insalubre pour permettre à certaines industries de déverser des déchets dans les eaux du golfe. Donc il y a eu une forte mobilisation par rapport à ça, et puis aussi des mobilisations portées principalement par les syndicats, donc les travailleurs dans les usines, pour essayer de veiller au respect de conditions de travail et aux risques liés aux pollutions sur la santé. Et puis après, il y a eu, donc, je vous ai dit, les chocs pétroliers, et puis les questions d'emploi en primé, et en termes de mobilisation, il y a un peu, ça a été plus sourd pendant plusieurs années. Et par contre, c'est au courant des années 2000 qu'il y a eu de nouveaux projets industriels qui ont vu le jour, et donc ça a relancé de fortes mobilisations pour s'opposer à ces projets industriels. Il y en a deux principalement deux projets qui ont été à l'origine des fortes mobilisations pour s'opposer à ces projets. Le premier, c'était la construction d'un terminal méthanier sur la plage du Cavaou, et donc qui est vraiment un lieu important pour la ville de Fos-sur-Mer. Les habitants, quand ils parlent de la ville des lieux symboliques, il y a à la fois le château de Lauture, donc qui est justement cette colline qui permet d'avoir une vue en surplomb sur le paysage, l'ensemble du paysage, et puis il y a l'accès à la plage. On est une ville de bord de mer, et c'était une plage très prisée pour beaucoup d'activités différentes, d'activités de loisirs différentes. Et là, en construisant ce projet de terminal méthanier, comme c'était un projet industriel Céveso, il y avait une zone d'exclusion qui fait que ça prenait l'ensemble de la plage, donc les habitants perdaient complètement l'accès à leur plage. Donc là, il y a eu une première mobilisation, des associations qui se sont créées en étudiant les dossiers pour essayer de trouver des failles pour s'opposer à ces dossiers-là, avec des procédures en justice qui se sont mises en place. Et très vite après, un peu en même temps, la ville de Marseille, ça faisait des années que la ville de Marseille était confrontée à la gestion de ses déchets. C'est toujours un souci pour Marseille. Donc des déchets, des ordures ménagères, qui avaient à l'époque une décharge à ciel ouvert. Et il y a une loi qui était passée qui interdisait les décharges à ciel ouvert. Et donc la ville de Marseille avait l'obligation de construire un incinérateur. Alors pendant des années, ça a été un débat politique avec les élus de Marseille pour essayer de trouver un site dans la ville qui permettent d'accueillir ce nouvel incinérateur. Plusieurs lieux avaient été cités, notamment les quartiers nord de Marseille, et ça a engendré énormément de conflits. Et puis finalement, ne trouvant pas de solution, ils ont décidé d'implanter leur incinérateur dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, qui est en fait le port autonome de Marseille. Et donc administrativement, même si ce port autonome est sur le territoire de la commune, en majeure partie de la commune de Fos-sur-Mer, c'est en fait l'administration à Marseille du port qui a les pouvoirs pour prendre des décisions pour implanter de nouveaux projets sur cette zone industrielle. Et donc là, il y a la population de Fos-sur-Mer, de Port-Saint-Louis-du-Rhône qui se sont associés parce qu'ils ont déjà vécu l'impact et les bouleversements majeurs de cette création de la zone industrielle dans les années 60-70. Et puis maintenant, ils doivent en plus recevoir les déchets ménagers, les ordures ménagères de la ville de Marseille, où il y a aussi des rapports symboliques aussi de pouvoir qui sont
où il y a des confrontations entre les deux. Et donc ça a engendré une mobilisation très importante. Alors ils n'ont pas réussi à faire arrêter le projet, et donc cet incinérateur de déchets ménagers s'est construit à Fos-sur-Mer. Mais face à ça, ça a fait émerger beaucoup de questions, beaucoup de questionnements auprès des élus, des habitants locaux, notamment sur des questions de connaissance sur l'impact de ces pollutions sur l'environnement, sur la santé à la fois des travailleurs et des populations riveraines qui vivent directement à proximité de ces industries. Et il y avait une forte défiance envers les informations et les connaissances qui étaient fournies à la fois par les industriels et par les pouvoirs publics, donc par l'État français, sur la vérité des informations qui étaient fournies, sur le fait que les industriels ont une liberté de divulguer certaines informations ou non, sur les contrôles qui sont effectués pour mesurer les seuils de dépassement réglementaire. Et donc ça a émergé tout un enjeu, tout un enjeu et un questionnement autour des connaissances sur ce territoire. Et donc ça a abouti à ce que le maire de Marseille décide d'utiliser une partie des revenus qu'il allait alors recevoir de la création de cet incinérateur de déchets ménagers de Marseille pour utiliser une partie de cet argent pour créer un institut de recherche en structure associative qui se veut du coup un institut indépendant par rapport aux organismes qui étaient déjà existants et qui existent toujours de surveillance des réglementations. Donc là, c'était une structure associative de recherche avec la volonté d'associer différents acteurs pour produire cette recherche, donc en associant à la fois des associations, les associations locales, des citoyens et des chercheurs pour produire justement des connaissances qui soient pertinentes par rapport au territoire, en s'intéressant à différents milieux sur le territoire, donc à la fois sur la qualité de l'air, mais aussi la pollution qui impacte les sols et l'eau, et la santé humaine. Donc c'était cette volonté d'avoir une vision plus large que ce que les organismes déjà existants faisaient, et avec un suivi sur le temps long. Et avec cette idée aussi que comme c'est une association qui fait de la recherche et pas du suivi réglementaire, donc c'est aussi pour essayer d'amener peut-être de nouvelles questions ou de questionner justement les seuils et les normes réglementaires où finalement si on ne respecte que ça, il y a beaucoup de choses qu'on n'étudie pas, et donc là c'était essayer de partir de questionnements portés par les habitants pour creuser tous ces manques de connaissances. Alors ils ont notamment créé aussi un observatoire citoyen de l'environnement, où là justement c'est des chercheurs et des citoyens qui travaillent ensemble pour produire des connaissances sur ce territoire avec des observations de différents éléments. Il y a notamment un suivi de la qualité de l'air, donc des pollutions atmosphériques à travers l'observation de lichen. Il y en a aussi sur les eaux, la qualité des eaux avec différentes mesures, notamment le taux de salinité. Ils ont étudié le chlore avec des pêcheurs. Ils ont aussi mesuré la présence de polluants dans certains poissons. Donc juste pour illustrer justement ces différentes démarches qui sont menées en partenariat entre les citoyens et les chercheurs. Je m'intéresse donc à ces démarches de cet institut éco-citoyen. Entre autres, il y a d'autres structures et d'autres mobilisations sur les territoires, mais en tout cas, mon point d'entrée, c'était cet institut éco-citoyen, en m'intéressant justement aux enquêtes qui sont menées en partenariat, donc principalement avec associations, chercheurs, citoyens. Et je reprends en parallèle cette notion d'enquête en m'intéressant aux travaux de John Dewey, qui est un philosophe américain du début du siècle dernier, donc un auteur du courant de pensée lié au pragmatisme, et qui s'est intéressé aussi, lui, à des questions de démocratie et de la place des citoyens en démocratie, et notamment de la formation d'une opinion publique. Alors,
je ne vais pas rentrer dans le débat, mais à l'époque, il y avait un débat qui existait entre un autre intellectuel américain de l'époque qui s'appelait Lippmann, et sur du coup cette discussion à savoir est-ce que les citoyens ont une opinion publique et du coup peuvent participer, quelle place ils peuvent prendre dans les questions de démocratie et de prise de décision politique. Et pour John Dewey, la question n'était pas de savoir si les citoyens ont toutes les compétences initiales, s'ils sont omnipotents de base pour traiter de toutes les questions politiques, mais ce qui pour lui importait, c'est que l'opinion publique se forme à travers un processus particulier, notamment à travers l'enquête. Alors pour lui, en fait, pour John Dewey, la vie, elle est constituée d'une infinité d'expériences qui sont des ajustements perpétuels entre un individu et son environnement. Et ça, c'est ce qui constitue la vie un peu de base. Et parfois, on est confronté à des situations qui bloquent cet ajustement perpétuel. On est face à des problèmes particuliers auxquels, justement, il faut du coup essayer de trouver, il faut réagir et trouver une solution. Et pour lui, la méthode pour essayer de surmonter ces problèmes, c'est justement l'idée d'enquête sociale, qui va être la phase active, qui va être portée par les personnes qui sont directement concernées par le problème, pour essayer de, déjà, que ces personnes-là s'identifient entre elles, forment justement ce qu'il appelle un public, et fassent des recherches, des enquêtes par rapport à leurs problèmes pour essayer de trouver une solution et de réajuster, trouver une solution en réajustant justement la situation et les interactions par rapport à l'environnement et permettre de rétablir cette continuité d'expérience de la vie d'un monde qui est toujours en train de se faire. Alors, je ne suis pas revenue là-dessus, mais de façon de nouveau peut-être un peu rapide, mais de façon générale, quand on parle de justice environnementale, et ça c'est une réflexion qui vient de réflexions sur la justice sociale également, en général on présente 3 dimensions de la justice environnementale, qui sont des dimensions de redistribution, qui permettent justement de mettre en évidence la question des inégalités, entre autres, et donc de voir comment est-ce qu'on gère ces inégalités en s'intéressant aux redistributions. Redistribution sur les questions environnementales, souvent c'est par exemple l'impact que certains sites industriels peuvent avoir et comment est-ce qu'on répartit ça, ou bien comment est-ce qu'on répartit l'accès à des parcs par exemple et justement à des espaces verts. Donc ça c'est plutôt, ça peut être entre autres, mais pas seulement une approche par exemple géographique. Donc il y a cette première dimension de redistribution. Il y a une dimension de reconnaissance culturelle, et il y a une dimension de participation politique. Et alors là, de nouveau, pour moi, à partir du moment où je considère que cette notion de justice environnementale, elle s'est pensée dans le cadre des années 80 d'une société du risque, je m'arrête à une définition alors de la participation assez procédurale, pour faire intervenir les citoyens dans des procédures, dans certains espaces bien cadrés de débats publics ou de procédures de concertation. Et il me semble que par rapport justement à cette question des mondes abîmés qui est amenée avec la justice écologique, l'enquête permet d'aller au-delà de la participation au sens, ce que moi je dis restreint procédural. Parce que déjà, donc, cette idée d'enquête, ça permet justement une reconstruction, une transformation ou une création avec le monde auquel on est confronté, qui nous entoure ou avec lequel on interagit directement. Et donc, c'est ce que je disais, ça permet de dépasser cette approche procédurale en s'intéressant justement au cheminement. Pour moi, l'enquête, ça permet de mettre en avance l'importance du cheminement par rapport à des systèmes qui pourraient être prédéfinis en amont, des normes, des procédures, et notamment de participation. Et il y a 3 éléments qui sont des éléments qui sont discutés par d'autres chercheurs, mais qui, moi, en étant confrontée, quand j'observe le territoire de Fos-sur-Mer, ces 3 éléments qui me semblent apparaître et qui me disent les enquêtes
permettent justement d'aller au-delà de ces procédures de participation en produisant une nouvelle façon d'aborder les questions de production de connaissances, donc ce que je nomme une nouvelle épistémologie. Les enquêtes permettent aussi le tissage de relations, mais qui sont toujours des relations partielles, j'y reviendrai. Et les enquêtes permettent également de construire un art d'hériter de nos situations et de répondre à ces situations, donc une forme de responsabilité. Alors je reviens donc sur ces trois éléments. Tout d'abord sur cette idée donc de connaissance, de nouvelle épistémologie. Avec l'enquête, donc je vous dis, c'est l'idée de mettre en avant le cheminement en tant que tel des processus de réflexion, de discussion. Donc c'est reconnaître la dimension dynamique et collective, en même temps située, parce que ça dépend à chaque fois de contextes bien particuliers, de cette question de connaissance, de production de savoir. Et alors, selon moi, ça permet de passer de ce qu'on appelle une justice épistémique, qui serait une justice qui veut mettre en évidence une pluralité de savoirs, qui est parfois associée aussi donc, à la notion de justice environnementale, justice écologique, en disant voilà, ça devrait faire partie, ça devrait être une des dimensions de ces notions de justice, en disant il y a différents types de savoirs et il faut reconnaître cette pluralité de savoirs. Et ce qui est effectivement le cas, mais pour moi, ce n'est pas tant la reconnaissance d'une diversité de savoirs comme si ces savoirs étaient déjà préexistants et qu'il s'agissait juste de les reconnaître, de reconnaître la pluralité, mais plutôt au contraire de s'intéresser au processus même de production de savoir, dans le sens comment est-ce que ces savoirs sont produits et à travers la rencontre de ces savoirs aussi. Pour ce qui concerne les relations partielles, alors là c'est notamment aussi, bon, je vous ai dit avec la justice écologique, il y a cette idée de reconnaître les relations aussi entre humains et non-humains. Ça fait partie de ça, alors il y a pas, ça peut être au niveau plus large aussi, simplement au sein des sociétés humaines, mais de mettre en avant aussi cette dimension relationnelle, mais de ne pas considérer de nouveau que ces relations existent et qu'il s'agit juste de reconnaître, de donner de l'importance à ces relations, mais de se dire en fait, il faut se les construire, il faut les fabriquer, et les enquêtes, par les rencontres et ce processus collectif que ça implique, eh bien, ça permet, ça participe de cette formation, ce tissage de relations qui sont partielles. Alors là, je fais référence notamment à des échanges que j'ai eus avec Bénédicte Zitouni qui parle de cette notion, mais dans l'idée que ce n'est pas forcément des alliances, parce que c'est toujours... c'est pas forcément abouti. C'est des points de connexion, des relations, mais c'est des choses qui sont toujours en mouvement, qui se construisent. Et donc c'est dans cette idée que je mets en avant l'aspect partiel des relations. Enfin voilà, et alors aussi les formations, donc il ne s'agit pas juste de les reconnaître, il faut se les tisser, et en même temps aussi, en fait, en tissant ces relations, ça fait partie aussi d'une forme de reconfiguration de nos mondes, à travers la notion d'interaction. Alors, pourrais-je rester juste dans l'idée d'interaction telle qu'on en parle dans le pragmatisme. Ici, l'interaction, je reprends la notion de Karen Barat pour ceux qui la connaissent. Alors, sur le 13e point, sur la question des héritages et des responsabilités, pour moi, cette dimension d'enquête, elle permet aussi de se poser la question par rapport au temps et de réarticuler les temps par rapport à donc la situation auquel on est confronté. Parce que de façon générale, jusqu'à présent, quand on parlait des questions écologiques, on parle souvent de la question des générations futures, et donc comment est-ce qu'on prend des décisions par rapport aux générations futures. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus seulement la question des générations futures, c'est déjà aujourd'hui, maintenant, et alors certains disent nous sommes déjà les générations futures, mais ça s'inscrit pour moi dans une histoire plus longue, et c'est pas que cette question du futur, et c'est pas non plus juste la question de l'urgence, ou en tout cas à se dire comment est-ce qu'on sort de cette notion d'urgence qui peut être un peu, qui peut nous tétaniser, et l'enquête pour moi permet de réarticuler les temps entre passé, présent, futur, notamment en travers le fait qu'on doit apprendre à hériter de situations auxquelles on est confronté,
des mondes des pollutions, des mondes abîmés, du réchauffement climatique. Tout ça nous arrive un peu dessus, entre guillemets, mais pour autant, en fait, la question n'est pas... Enfin, l'héritage ne nous est pas imposé une fois pour toutes. Il faut essayer de garder à l'esprit que l'héritage, c'est quelque chose qui se construit, sur lequel on a une possibilité justement de transformer les situations. Donc c'est ce que Derrida dit en disant « l'héritage n'est jamais un donné, c'est toujours une tâche ». Et donc ça, c'est des réflexions aussi qui sont menées par différents auteurs, mais on pourra en discuter, je ne vais pas les citer. Et du coup, apprendre à hériter, c'est aussi justement une façon de pouvoir répondre de répondre à nos situations et d'essayer de ne pas être passif. Et donc là, ça permet de développer une forme de responsabilité. Alors non pas une responsabilité au sens de l'imputation d'une faute, en disant on est responsable, on a commis une faute et on est responsable, mais là c'est l'idée de répondre. Comment est-ce qu'on peut répondre et justement ne pas être dans la vision de l'adaptation où finalement on doit juste subir l'adaptation et les situations et on n'a aucune possibilité, on n'a aucune marge de manœuvre. Et donc là c'est l'idée de garder cette possibilité d'interaction et de réponse. Par rapport à ce passage entre justice environnementale et justice écologique, justice environnementale qui a été développée dans le cadre d'une gouvernance plutôt des risques avec cette idée de justice écologique où on passe à l'adaptation, pour moi il y a donc cette transition à essayer de basculer d'une participation qui serait quand même, au sens restreint procédural, à développer cette enquête. Et donc c'est pour essayer de soutenir toutes les initiatives d'enquête. Juste pour terminer, ici je reprends de nouveau une citation de Camus qui vient de son discours de réception du prix Nobel dans les années 50, qui fait suite à la Deuxième Guerre mondiale et à ce traumatisme-là, et donc l'effondrement d'un monde en particulier. Et il dit « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Et pour moi, selon moi, la question de la justice écologique, du coup, c'est pas forcément la question d'empêcher à ce que le monde se défasse, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir continuer à faire monde. Et si je devais me dire de façon courte, qu'est-ce que c'est aujourd'hui cette notion de justice écologique pour moi, c'est vraiment cet enjeu de pouvoir continuer à faire monde. Et quand j'observe le territoire de Fos-sur-Mer, avec l'approche de gestion du risque qui reste utilisée par l'administration, par les industriels, avec toute une série de mise en place de procédures institutionnalisées pour gérer ces risques, il y a une forme en fait d'institutionnalisation de la réalité qui se confronte en fait avec l'expérience que les habitants de ce territoire-là font du monde, et l'enjeu c'est qu'à travers leur démarche d'enquête, qu'ils puissent essayer de continuer justement à faire monde. Alors cette idée de faire monde, Haraway en parle beaucoup. Moi je ne suis pas arrivée à une définition forcément explicite, pour le moment c'est peut-être plus de l'ordre de l'intuition, mais c'est ça qui me semble, qui me parle et qui me semble important. Et alors, pour finir, l'enquête, ce qui me plaît aussi personnellement, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'encouragement, en se disant que les choses ne peuvent se faire, en tout cas nous, comme possibilité que nous avons aujourd'hui, on ne peut agir qu'au présent. Et l'enquête s'inscrit dans cette idée de ces actions qu'on mène aujourd'hui au présent. J'avais une autre citation de Aignan et Monin qui s'intéresse aussi aux travaux de William James sur le pragmatisme et du coup qui s'intéresse à cette idée des mondes toujours en train de se faire. Et je trouvais que c'était encourageant de le citer, donc je voulais aussi. Si le monde est toujours en train de se faire, comme disait William James, c'est bien que la formation tâtonnante et controversée de nos problèmes communs ne peut se penser qu'au présent, là dans l'expérience en cours. C'est aussi que, entièrement tissée par les liens qui la tiennent, grosse de futurs pluriels, elle dépend de nos engagements pour le meilleur et pour le pire. Et juste pour finir, j'ai été
touchée par la conférence et la présentation d'Agathe ce matin, et je me sens moi-même en permanence tiraillée en me disant, bon, quand je suis confrontée à la situation de Fos-sur-Mer, parfois je me dis, mais c'est vraiment scandaleux qu'ils vivent, et c'est sûr qu'il faudrait simplement dénoncer ces injustices, et c'est terrible, et il faut faire la révolution. Et j'entends ça, j'entends ce discours-là dans ce que Agathe nous a partagé ce matin, et en moi-même je me disais, comment est-ce que je peux venir après sa présentation avec cette idée justement plutôt qui est à la fois très pessimiste, parce que moi je prends comme point de départ de me dire, bon, bah, effectivement on habite dans des mondes abîmés, et la question n'est pas de se dire on va essayer de retrouver une forme de paradis perdu, donc c'est plutôt accepter ça comme point de départ, mais qui en même temps se veut porteuse d'espoir, parce que l'idée de se dire, finalement on peut malgré tout faire émerger des choses, et des choses de l'ordre de la formation d'une justice écologique qui n'est pas parfaite, qui est humble, qui est à petite échelle, qui est subtile. Mais je pense que malgré tout, ça vaut la peine aussi d'avoir ces approches-là par rapport aux dénonciations de toutes les injustices qui sont importantes, mais qui nous écrasent aussi parfois. Donc voilà, j'avais envie de terminer avec ceci.